Présent. Donc, bienvenue à tous pour cette série de masterclass dans le cadre du microbiote et précisément le microbiote appliqué à la nutrition et à la santé. Pour ceux qui ont assisté à une présentation un peu générale, effectivement, l'impact que pouvait avoir cette discipline, notamment au niveau de la santé, hein, et j'avais un petit peu fait cette corrélation avec l'explosion des maladies chroniques et notre microbiote. Donc avec Sophie Durand, j'avais fait cette présentation que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site Métagénopolis. C'est Mathieu Almeida qui va se présenter, qui est biostatisticien, bioinformaticien au sein de Métagénopolis, à qui j'ai demandé effectivement de nous parler un peu plus en détail donc de la technologie utilisée pour analyser le microbiote, qui est la métagénomique. Mathieu, si tu veux te présenter brièvement avant de commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je demanderai à Alexandre d'intervenir si besoin là-dessus. Là, actuellement, comme dit Alexandre, je suis chargé de recherche bioinformaticien à Métagénopolis. Et actuellement, dans les locaux de Métagénopolis, ça se voit pas, mais voilà, j'ai les posters derrière. Donc, je suis chargé de recherche. Mon expérience, ma thèse, mon travail, c'était sur l'analyse du microbiote alimentaire d'abord sur le fromage et ensuite sur le microbiote intestinal humain où je me suis spécialisé. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler simplement, j'espère, de cette exploration et des méthodes associées. Donc d'abord, une courte introduction. Donc moi, je travaille à Métagénopolis, donc avec Alexandre. C'est un institut donc qui a été créé en 2013, dont l'objectif était de caractériser au mieux le microbiote humain et d'en définir son rôle. L'idée, c'était aussi, en fait, comme il n'y avait pas tout à fait de standards dans l'analyse, de proposer en fait des standards, c'est-à-dire des bonnes pratiques, ou en tout cas d'évaluer les limites de chaque méthode et de proposer des méthodes adaptées à chaque fois pour caractériser le microbiote humain. Donc, le microbiote intestinal, c'est un microbiote qui est complexe. Il contient donc différents micro-organismes, majoritairement donc des bactéries, mais également des archées, et également d'autres micro-organismes comme donc des virus, des protozoaires, donc ce sont des eucaryotes qui sont aussi détectables dans le microbiote intestinal, et des champignons. Et donc la grande question, c'est de savoir comment l'explorer, comment le caractériser. Donc pour cela, il existe plusieurs méthodologies. Donc, soit vous allez cibler en fait certains micro-organismes de cet écosystème pour essayer d'amplifier le signal et révéler donc sa présence, comme en fait une amplification qui utiliserait donc la région ARN-RCS. Ça permet donc dans ce cas-là d'amplifier les bactéries ou les archées. Il y a aussi des méthodes qui permettent d'amplifier spécifiquement donc les eucaryotes, donc les protozoaires ou les champignons. Donc là, j'ai pas mis l'hôte qui est également un eucaryote, mais il existe des méthodes pour dépléter en fait spécifiquement l'ADN de l'hôte. Donc, ce sont vraiment des méthodes qui permettent d'amplifier les protozoaires et les champignons. On peut également filtrer en fait le contenu en cellules, notamment par la taille, pour regarder les virus. Puisque les virus sont plus petits, donc on va filtrer les grosses cellules et donc tout ce qui va rester sera potentiellement enrichi en particules virales. Donc tout ça, ce sont des méthodes d'amplification. Mathieu, est-ce que tu peux préciser effectivement ces domaines-là que tu parles du 16S, du 18S, pardon? Oui, donc en fait, ce sont des régions des génomes microbiens. Donc, par exemple, pour le 16S, c'est une région spécifique qui est conservée dans tous les génomes de bactéries d'archées. Je vais rentrer dans le détail par la suite sur ça. Et donc, ce marqueur n'existe pas forcément dans tous les organismes vivants. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser différents marqueurs. Donc, notamment pour les eucaryotes, ce n'est pas la RNR-CSS, c'est le 18S ou l'ITS qu'on utilise pour les champignons. Et ces marqueurs n'existent pas non plus chez les virus.
Donc, on est obligé d'utiliser d'autres méthodes pour les enrichir, donc notamment là, des méthodes de filtration, centrifugation. Et donc, ça, ce sont des méthodes ciblées pour amplifier, en fait, spécifiquement certains micro-organismes. Et donc, nous, ici, on va parler de métagénomique, séquençage métagénomique global. C'est qu'en fait, on va, plutôt que de cibler, on va séquencer aléatoirement, détecter aléatoirement donc les différents micro-organismes qui sont présents dans le microbiote de l'hôte. Donc, que ce soit les bactéries, les archées, les champignons, les virus. Également, les cellules de l'hôte, si elles sont détectables. Et donc, tout cela dans l'échantillon qu'on va analyser, que ce soit donc un échantillon de fécal, de salive, de peau. Et donc, on va explorer globalement tout ce que contient cet système. Alors, Mathieu, il y a une question par rapport aux technologies. Tu viens de le répondre, mais voilà, les gens entendent parler de 16S, de shotgun. Donc, elle est bien là, cette différence. Est-ce que tu peux la expliciter? Qu'est-ce qu'on appelle donc un séquençage 16S versus un séquençage shotgun? Donc, en fait, le séquençage 16S, c'est qu'on va cibler spécifiquement la région qui code pour l'ARNR 16S. Et donc, c'est vraiment cette région-là qui va être regardée, analysée, séquencée. Ou alors, on va séquencer de manière aléatoire tout ce qu'il y a dans les génomes. Je vais en parler par la suite. C'est-à-dire tous les gènes potentiels qu'on peut détecter. Et donc, on va faire ça, soit, là, tout à l'heure, je vous ai parlé des méthodes ciblées, et ici, on parle des méthodes qui sont globales, c'est-à-dire qu'on va faire des tirages aléatoires de ce qu'il y a dans votre microbiote, par exemple, et d'observer chacun des gènes qui le contient. Voilà la grande différence. Très bien. Tu vas nous expliquer un peu les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre dans ta présentation. Voilà, je vais rentrer dans le détail du 16S. Donc, comme je vous ai expliqué, en fait, le 16S, c'est une région particulière qui est présente notamment chez les prokaryotes, donc c'est-à-dire les bactéries, les archées. Donc, les archées, par exemple, les méthanobrevibactères qui sont présents dans votre microbiote, qui sont responsables de la production du méthane, ou des bactéries, donc comme les Bacteroides vulgatus, etc. Peut-être vous avez entendu parler d'Akkermansia mucinifila, donc une bactérie aussi très populaire, ou Faecalibacterium prosnitzi. Tous ces organismes prokaryotes, donc bactéries archées, possèdent cette région qu'on appelle donc l'ADNR 16S. Donc ici, je vous ai fait, j'avais pris donc une figure donc d'un papier du consortium HMP, donc j'ai oublié de mettre la référence, qui en fait vous explique ce qu'est le 16S. Donc le 16S, c'est une région qui fait 1500 nucléotides. Donc chaque base est un nucléotide, chaque position est un nucléotide, qui fait donc 1500 nucléotides de longueur. Il existe à l'intérieur de cette séquence des régions qui sont variables, ce qui sont notées ici en rouge, et des régions qui sont conservées, donc les régions qui sont entre ces régions variables. Donc l'avantage de cette région, c'est qu'effectivement, c'est des régions c'est une succession de régions variables et conservées, et les régions conservées, en fait, elles permettent de créer des amorces qui vont, comme elles sont ultra conservées, d'amplifier les régions qu'on veut analyser, mais pour toutes les bactéries et les archées. Comme c'est très conservé, on va pouvoir donc détecter ces régions par amplification et faire des amorces d'amplification. Je sais que c'est un peu complexe, mais par la suite, je vais décrire un peu plus la différence avec donc qu'est-ce qu'un génome, etc. Et donc toutes les régions. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une région du génome des bactéries, des archées, que on peut les amplifier spécifiquement parce qu'en fait, elles possèdent des régions qui sont conservées chez tous ces organismes, et on va pouvoir comparer ces micro-organismes parce qu'il y a des régions variables, et ces régions variables sont des signatures de chacun des micro-organismes. Voilà. Tu peux rappeler pourquoi il faut amplifier le signal? Alors, l'amplification, elle a l'avantage de révéler, en fait, dans un microbiote complexe, des micro-organismes qu'on veut analyser. Alors, le microbiote intestinal humain, il est majoritairement composé de bactéries, donc c'est 99% de bactéries. Mais il peut y avoir en fait des cas où le contenu du microbiote est enrichi en cellules de l'hôte, c'est-à-dire vos cellules épithéliales. Et là, le problème, c'est que ça va masquer le signal. C'est-à-dire que plutôt que d'analyser le microbiote, si par exemple vous prenez un échantillon nasal, par exemple, eh ben, la plupart de l'ADN que l'on va retirer, ça sera votre ADN à vous et pas celui de votre microbiote. Et donc, ça peut être problématique parce que finalement, si vous voulez analyser quelles sont les bactéries
ou les bactéries dans ce cas-là qui sont dans votre microbiote, vous allez devoir séquencer profondément, voire plus profondément pour les trouver. Elles sont cachées derrière vos cellules. Alors que là, si on amplifie le signal spécifiquement de ces bactéries ou des archées, on va donc révéler ces micro-organismes par rapport à vos cellules à vous. Et donc, ça devient un peu plus simple de les analyser. Alors, là, j'ai parlé du microbiote nasal. Dans le microbiote intestinal, on a l'avantage que 99% de l'ADN qu'on y trouve, c'est des bactéries. Donc, en théorie, on n'aurait même pas besoin d'amplifier le signal, qu'on verrait tout de suite les bactéries. Mais il peut y avoir des cas où, par exemple, si vous avez des diarrhées, eh bien, vous aurez plus de cellules épithéliales. Donc, c'est vraiment plus une histoire de pratique, on va dire, dans ce contexte, parce que ça va permettre de révéler des choses qui peuvent être cachées. Très bien. Et donc, ça, c'est en utilisant le CESS. Donc, c'est l'avantage que je viens d'expliquer, qu'on peut amplifier le signal pour révéler les bactéries. Mais c'est un inconvénient. Là, je vais vous parler d'un des inconvénients du CESS, c'est que, eh bien, ça peut être pas assez précis pour savoir quelle est la bactérie qu'on va analyser. Alors, je vais vous mettre un exemple ici. 2 bactéries. Alors, je vais vous donner quelques noms de bactéries. Et dans mon cas, ce sont 2 bactéries que j'apprécie beaucoup parce que j'ai fait ma thèse dessus. Le Streptococcus thermophilus, alors peut-être que vous en avez entendu parler, c'est des bactéries, c'est une espèce que l'on trouve dans le yaourt qui sert en fait à fermenter le lait en combinaison avec un lactobacille. Donc, c'est des bactéries qui ont évolué avec le temps pour s'adapter au lait, en fait, à l'écosystème laitier. Et juste en dessous, j'ai mis Streptococcus salivarius. Donc, c'est une espèce, vous voyez, ça a le même nom Streptococcus, elles sont du même genre. Par contre, elles n'ont pas le même nom d'espèce. Elles sont effectivement proches d'un point de vue d'évolution. Ce Streptococcus salivarius vient de la bouche, en fait. Et en fait, on pense que d'une évolution, en fait, au cours du temps, eh bien, cette bactérie qui s'est adaptée au microbiote oral s'est retrouvée dans le lait il y a longtemps et s'y est adaptée, ce qui fait qu'elle est passée en fait d'un état d'adaptation du microbiote oral vers une adaptation au microbiote laitier. Elle a évolué dans la direction de son adaptation dans cet écosystème. Donc, ce sont effectivement des espèces du même genre, mais elles n'ont pas les mêmes écosystèmes dans lesquels elles vivent. OK ? Eh bien, si on regarde l'ADN CESS, notamment, c'est une région qu'on analyse beaucoup quand on fait le séquençage CESS, V3, V4, c'est-à-dire que ce sont des régions hypervariables V3, V4 analysées, et qu'on amplifie le signal ici, eh bien, en fait, on constate que ces 2 espèces partagent donc un CESS qui est quasiment identique à 100%. Donc ici, je vous ai représenté l'alignement de la séquence du CESS pour cet organisme, et donc, qui est le query, et celle de l'organisme donc Salivarius en subject. Donc, vous pouvez voir que ici, donc, elles s'alignent parfaitement, ce sont exactement les mêmes nucléotides, sauf à cette région-là, où il y a une différence. Mais quand on regarde le pourcentage d'identité en global, elles sont 100% identiques entre elles, et donc sur 100% de la longueur. Et donc, c'est là l'un des problèmes majeurs du CESS, c'est que, certes, ça permet de révéler des micro-organismes, mais lorsqu'on a des micro-organismes qui sont proches, qui ne vivent pas forcément dans le même écosystème, et on ne va pas pouvoir les identifier, les caractériser séparément et dire en fait quelle est l'espèce qui est présente. Alors que si on analysait le contenu global de tous les gènes d'un génome, donc ici vous avez en fait tous les gènes du génome de Streptococcus salivarius qui est aligné sur le génome du Salivarius. Chaque couleur représente en fait une portion d'un gène, une protéine dans ce cas-là. Quand la couleur est dans le bleu, comme ici, c'est que c'est très identique, et notamment c'est la région CESS, qui sont très proches l'un de l'autre. Mais quand elles sont très différentes, eh bien on tend vers le rouge, et quand c'est absent, en fait, le Thermophilus n'a pas le gène du Salivarius, eh bien c'est blanc. Et bien, quand on constate toute la portion du génome, eh bien on voit qu'il y a des régions qui sont spécifiques à chacune des espèces, et qui donc permettent de les distinguer plus facilement. Donc, c'est là l'avantage d'un séquençage global. Plutôt que de séquencer une région en particulier, eh bien, on va essayer de séquencer tout le génome.
et pouvoir ainsi utiliser tous les gènes de ce génome pour distinguer deux espèces dans ce cas-là. Mais là, on parle d'un microbiote qui est encore plus complexe que deux espèces, donc de différencier toutes les espèces qui sont présentes dans votre microbiote. Et c'est là donc l'avantage du séquençage global, c'est qu'on a plus de marqueurs pour définir quelle est l'espèce et aussi quelle est sa fonction. Mathieu, il y a une question concernant la technologie nanopore, où on nous demande, en fait, on peut obtenir toute la totalité donc, des RNA. Donc, du coup, alors, la question, quelle est la différence avec le shotgun, finalement, si on peut obtenir etc. Alors, c'est une très bonne question. En fait, là, ce que j'ai compris, c'est que effectivement, tout à l'heure, je vous ai présenté une portion du 16S ici. Effectivement, de manière classique, on ne séquence qu'une portion du 16S, mais maintenant, on peut également séquencer la totalité du 16S. Sauf que dans ce cas particulier, si vous le faites, vous aurez également quasiment 100% d'identité entre les deux organismes. Le 16S ne permet pas de les distinguer, même sur la distance, enfin, la séquence complète du 16S. Donc, ça ne réglera pas le problème si vous arrivez à tout séquencer, du 16S en tout cas. D'accord. Ça vient du fait que finalement, cette région-là est très spécifique des bactéries et finalement… Oui, comme vous pouvez voir, en fait, ici, c'est la région du 16S et la conservation est extrêmement forte, en fait, entre ces deux micro-organismes. Mais c'est normal, en fait, parce que c'est une histoire d'évolution. Le Thermophilus vient du Salivarius et a évolué dans une direction différente et s'est adapté à un écosystème différent. Donc, c'est normal qu'à la base, elle partage cette région de conservation forte, mais ensuite, chaque gène qui permette de s'adapter plus à un écosystème qu'à un autre, eh bien, c'est sur le génome entier qu'on peut le voir. Alors, il y a d'autres questions. Comment on se base sur le choix des régions à séquencer, V3, V4 ou autres? Alors, il y a eu plusieurs papiers qui ont été faits sur le sujet pour savoir quelles sont les régions qu'on va privilégier dans l'analyse d'un microbiote. Disons que la région V3 et V4 que je vous ai présentée, c'est la région qui est la plus pratique parce que les amorces sont très spécifiques et qu'en plus, les régions qui y sont variables permettent en général de distinguer les genres bactériens facilement. Mais il n'y a pas vraiment un consensus particulier sur quelle région prendre spécifiquement. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire des analyses 16S et j'utilise du V3, V4 comme du V1, V3. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait une région particulière pour analyser le microbiote par amplification en tout cas. Alors, il y a plusieurs questions là de Dr Campana là, sur effectivement les échelles de prix des différentes techniques. Alors, il est vrai que moi, de ce que je sais, mais Mathieu, tu complètes bien évidemment, c'est que le succès du 16S a aussi été dû à son faible coût. Finalement, eu tout, je veux dire, l'intérêt de tous les chercheurs pour cette raison-là. Pour autant, effectivement, la question qui est posée derrière, c'est est-ce qu'on peut dire que le 16S, à des fins de recherche, est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il est encore… Est-ce qu'il est un petit peu… Est-ce que le 16S, en recherche, est toujours un instrument utile ou il a tendance à se faire dépasser par la technologie de type shotgun? Alors, en fait, je dirais que justement, l'avantage, c'est que dans certains écosystèmes, l'amplification est actuellement une des solutions privilégiées. Par exemple, le microbiote nasal, comme il est majoritairement composé de cellules eucaryotes, eh bien, vous allez avoir du mal à observer le microbiote associé. C'est pareil pour le microbiote pulmonaire. Comme il est composé majoritairement de cellules eucaryotes, l'échantillon en tout cas, je veux dire, eh bien, on va avoir du mal à explorer ces écosystèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore privilégié de faire du 16S. Bien que depuis, il y a des améliorations dans les méthodes d'extraction d'ADN, le 16S reste pratique pour ces écosystèmes. En revanche, pour les écosystèmes comme le microbiote intestinal, où finalement on n'a pas besoin d'amplifier puisqu'on va tout de suite voir le microbiote, eh bien, je vais vous montrer par la suite que je ne vais pas forcément parler de coût puisque ça dépend finalement de quelques paramètres que je vais mentionner. Mais en termes de coût, on s'approche maintenant très fortement du coût de séquençage du 16S
mais pour une précision qui est bien plus importante. Comme vous pouvez le voir ici, si vous voulez distinguer des espèces probiotiques des espèces commensales de votre microbiote, quand je parle probiotiques, ça peut être des espèces qui sont présentes dans l'aliment et que vous les ajoutez par la suite, que vous voulez distinguer de celles qui sont déjà dans votre microbiote, eh bien, c'est l'une des seules manières en fait possibles pour les distinguer, en tout cas de manière efficace, avec les micro-organismes qui vivent dans votre échantillon. Donc, dans le microbiote intestinal, clairement, le séquençage complet devance maintenant le 16S parce que la précision de l'analyse apporte bien plus que le coût associé. Oui, donc comme tu disais, suivant la précision qu'on utilise dans le shotgun, on peut arriver effectivement à des coûts voisins du 16S, quand même une précision qui est bien supérieure que le shotgun. Et pour les parties les plus précises encore du shotgun, effectivement, les coûts augmentent, mais là, c'est pour d'autres questions peut-être plus spécifiques auxquelles tout à fait. Si par exemple, vous avez une question comme je suis un industriel dans l'agroalimentaire et j'aimerais savoir si des échantillons du commerce ont utilisé ma souche qui est protégée pour faire leurs produits. Eh bien, pour aller au niveau de la souche, c'est-à-dire de la différence entre deux génomes particuliers, il faut donc connaître tout le génome pour pouvoir dire que c'est la même chose ou pas. Et c'est donc la seule manière pour pouvoir distinguer une souche particulière dans un produit. Donc là, on est vraiment dans la précision parfaite, c'est-à-dire le niveau souche. Ce qu'on appelle le niveau souche, c'est l'isolat, c'est la composition exacte d'un micro-organisme qui est utilisé, qui a été isolé à un moment donné. Donc là, c'est la précision maximale. C'est faisable avec le séquençage complet. Donc. Alors, il y a beaucoup de questions, Dr Campana. Je vais répondre à cette question sur Luxia 16S versus Naibu Shotgun. Oui, Naibu utilise la technologie Shotgun dans ce sens, à une technologie qui est donc plus précise que Luxia 16S. Mais la question n'est pas tant de savoir quelle technologie utilisent ces deux sociétés, mais c'est surtout l'interprétation qu'ils en font. Et c'est effectivement, la réponse est beaucoup plus compliqué de donner parce qu'on peut avoir une super technologie si derrière ce qu'on peut dire n'est pas comment dire argumenté par des faits scientifiques solides. Bon, bah, évidemment, quel est le point? C'est pareil pour Luxia. Luxia fait du 16S. Bon, ok, mais encore, pourquoi? Donc, c'est très difficile de répondre à cette question. Il faudrait voir avec ces sociétés qu'est-ce qu'elles proposent derrière. Voilà. Après, j'ai une autre question un peu plus technique. J'avoue que j'ai du mal à la comprendre. Donc, Mathieu, peut-être que tu vas y arriver. Je peux peut-être lire le chat, sinon. Pourquoi pas l'opéron RNA dans sa totalité par nanopore 16 plus 23 plus 5? Alors, c'est ce qui a été… c'est plus ou moins la même question que tu avais tout à l'heure sur le séquençage complet du 16S. Et en fait, quelle que soit la situation que vous allez prendre, dans ce cas particulier que je vous montre, enfin, ce cas particulier qui n'est pas si particulier que ça, hein, il y a plein de cas similaires, eh bien, vous n'allez pas pouvoir distinguer les espèces parce qu'elles ont elles proviennent en fait d'un même ancêtre très proche, finalement, dans le temps. Et donc, vous n'allez pas pouvoir les distinguer. Alors oui, vous allez avoir des différences. Plutôt que ça soit 99% identique, ce sera peut-être, je veux dire 99,99% identique, ça va être 99,97% identique. Mais comme les séquençages font encore des erreurs aujourd'hui, eh bien, vous n'allez pas pouvoir faire la différence entre le bruit et le signal derrière. Et d'ailleurs, je vais en parler par la suite. Donc, pour moi, ça dépend de votre question à la base. Et d'ailleurs, la technologie ou la technique qui a été mentionnée n'est peut-être pas si, facile à mettre en place, ou en tout cas pas si, en termes de coût, pas si efficace. Dans ce cas-là, autant… Alors là, j'ai parlé de précision de détection. Mais il y a une autre chose qui est encore plus importante, c'est la composition en termes de proportion. Quand on amplifie le signal, eh bien, on va perdre cette proportionnalité des micro-organismes. Or, la proportionnalité des micro-organismes, ceux qui sont dominants et ceux qui sont sous-dominants, c'est très important parce que il y a un effet seuil dans chaque chose. Un écosystème, c'est pas seulement les espèces qui y sont présentes, mais c'est
le réseau d'espèces, leur abondance et leur abondance relative qui fait que vous avez un état d'un microbiote qui est stable ou instable. Et donc, une amplification du signal, vous allez perdre cette relativité dans la proportion. Là, il y a plein d'autres cas où le CESS en fait a des défauts, mais en tout cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on prend un microbiote et qu'on ne l'amplifie pas au minimum, eh bien, on va plus être proche de son état initial, l'image initiale de votre microbiote. Et par amplification, donc, vous allez perdre de l'information. Ok, alors on te laisse dérouler. Ok, je continue. Donc ici, la question, c'est de savoir donc quelle technologie utiliser, quelle profondeur de séquençage. Alors, j'ai pas encore parlé tout à fait de profondeur de séquençage, mais je peux en parler. En gros, c'est quand vous allez séquencer chaque fois des parties de votre microbiote. C'est un peu comme si vous allez recomposer une image d'un paysage. Chaque pixel est une des parties de cette image. D'accord ? Plus l'image est simple, et plus en fait le nombre de pixels à pour reconstruire sera faible. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de détails pour reconstruire l'image du ciel bleu sans nuages. Vous voyez ? Et c'est un peu pareil pour un microbiote. Plus il est simple, et bien plus l'effort pour retrouver tous les micro-organismes qui y sont présents sera faible. Donc là, je vous ai donné quelques ordres de grandeur. Un génome bactérien fait 3 millions de bases en moyenne avec 3000 gènes. Ça veut dire que théoriquement, si tous les gènes étaient présents donc à la même abondance et qu'on faisait un tirage aléatoire sans remise, c'est-à-dire qu'on prenait un sac avec des billes, chaque bille correspond à un gène, il faudrait théoriquement au moins 3000 tirages, si donc une bille est un gène, pour pouvoir voir tout ce qu'il y a dans cet écosystème. Après, donc, je vous ai mis donc, un génome humain en comparaison. Donc, il fait 2,9 gigabases avec 25 000 gènes. Ce n'est pas tout à fait les mêmes types de gènes parce que pour les prokaryotes, ils sont un peu plus simples que ceux des eucaryotes. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais en gros, ça voudrait dire de la même manière, si vous aviez un sac avec 25 000 billes et vous faisiez des tirages sans remise, il vous faudrait au moins 25 000 tirages pour voir tous les gènes de ce génome. Mais là, le problème, c'est qu'un métagénome, on ne sait pas combien il y a d'espèces différentes et on ne sait pas combien de gènes possèdent chacune des espèces qu'il y a dans ce métagénome. Donc, à cette question-là, en fait, on ne peut pas y répondre tant qu'on n'a pas une connaissance a priori de l'écosystème qu'on va analyser. Donc là, je vais continuer. J'espère que c'était clair. Attends, il y a une question. Serait-il pertinent de ne pas séquencer un microbiote vaginal et un microbiote intestinal à la même profondeur? Oui. Donc là, c'est une bonne question. Effectivement, chaque écosystème a donc sa complexité. Et quand je parle de complexité, c'est qu'il y a la population dominante, commensale, celle qui vit dans votre écosystème. C'est le signal majoritaire, donc. Mais il y a aussi les pathogènes ou des bactéries en transit ou des bactéries qui viennent de l'environnement. Enfin, je parle de bactéries, mais ça peut être des virus également ou des champignons, etc. Eh bien, ces micro-organismes passagers, on va dire, seront donc cachés sous le signal de ces micro-organismes dominants. Donc, vous allez avoir du mal à les voir en général parce qu'ils sont un peu dispersés, cachés dans votre microbiote. Mais finalement, s'il y a un effet seuil, c'est-à-dire un effet d'abondance des micro-organismes pour qu'ils aient un rôle dans l'écosystème, eh bien, on peut se dire qu'en fait, quand on séquence un microbiote et qu'on voit une image de ce qui est le plus abondant, on peut s'attendre à ce que ce qui est le plus abondant ait un des rôles les plus importants dans le microbiote. Alors, il y a des exceptions. Effectivement, il y a des pathogènes, il suffit de très peu de particules virales ou de pathogènes pour qu'il y ait un effet important dans votre microbiote. Mais en général, le microbiote a cet effet barrière. La population dominante va donc jouer un rôle important. Et donc, quand vous analysez le microbiote vaginal, effectivement, sa complexité est plus faible que celle du microbiote intestinal. Alors, de mémoire, en termes de complexité, c'est d'abord le microbiote intestinal, puis le microbiote oral. Et puis après, je ne saurais plus vous dire, mais je sais que le microbiote vaginal est effectivement à sa population commensale. Et donc, pour avoir un séquençage d'une même profondeur entre un microbiote intestinal et un microbiote vaginal, c'est peut-être pas si pertinent que ça, en tout cas selon votre question, parce que la complexité n'est pas la même.
on parle peut-être d'une, je sais pas, une dizaine ou une cinquantaine d'espèces dans le microbe vaginal. Alors là, je suis pas tout à fait sûr de ça, mais en tout cas, je vais en parler justement du microbiote intestinal. Et là, on sait qu'il y a plusieurs centaines d'espèces qui vivent dans cet écosystème de manière générale, sans qu'on parle de pathogènes à ce moment-là ou de bactéries en transit. Donc, il y a vraiment une grande différence de complexité. Et ce qui fait que plus vous allez séquencer un écosystème simple, eh bien, plus vous aurez de chances de voir des choses que vous avez déjà vues. Vous allez redétecter des choses que vous aviez déjà détectées avant. Et parfois, vous allez trouver des bactéries sous-dominantes, enfin des micro-organismes sous-dominants. Mais en tout cas, quand vous faites ça de manière aléatoire, c'est ce que vous allez obtenir. Donc, je dirais que dans votre cas, selon votre question, si vous voulez juste analyser le microbiote qui est dominant, le microbiote naturel, on va dire, de cet écosystème, vous n'aurez pas forcément besoin de séquencer beaucoup si votre écosystème est simple. Et dans ce cas-là, donc, pourquoi pas utiliser CESS alors? Le problème, c'est que, par exemple, les écosystèmes simples, comme le microbiote vaginal, c'est beaucoup d'espèces qui sont très proches du même genre, par exemple, les lactobacilles notamment. C'est plus difficile de les distinguer, justement, quand on regarde une région particulière. On ne va pas pouvoir bien distinguer chaque espèce. Quand je dis un écosystème simple, c'est-à-dire c'est le nombre d'espèces différentes qu'on va trouver, ça c'est simple s'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est compliqué si elles sont toutes très proches les unes des autres, parce que la CESS ne permettra pas de les distinguer. D'accord. Ok. On avance. Ok. Donc maintenant qu'on a parlé de profondeur, de complexité, on parle de technologie de séquençage. Donc beaucoup de gens ont parlé du MinION et je trouve que c'est normal puisque c'est très à la mode. Disons que dans l'analyse du microbiote intestinal ou des microbiotes complexes en général, il est préféré, enfin en tout cas, il est très utilisé, ce qu'on appelle les séquenceurs de seconde génération. Donc ce sont les séquenceurs Illumina iSeq et ION S5 qui en fait ont un débit très important. C'est un peu le nombre de pixels dans une image. Elles vont avoir énormément de résolution. Elles vont vous donner beaucoup de séquences. OK ? Et puis, vous avez ceux qu'on appelle des troisième génération. C'est du temps réel, en fait, en moléculaire. Et ce sont des technologies donc, qui sont arrivées plus récemment que celles du Illumina ou du ION. Et donc, ils ont l'avantage de séquencer en temps réel ce que vous allez avoir dans votre microbiote. En théorie, ils sont, en tout cas, le MinION est plus rapide, bien plus rapide que ces autres technologies. Et l'autre avantage important, c'est la longueur des séquences que vous allez séquencer. Ici, vous êtes obligé de fragmenter, et d'avoir pour avoir un énorme débit, c'est d'avoir des séquences assez courtes. Et ici, dans le MinION, vous pouvez avoir des séquences qui sont bien plus longues. C'est un peu comme si vous allez, en termes de pixels, vous allez avoir énormément en fait d'une région de votre image qui va être séquencée d'un coup, donc tout un ciel, toute une forêt. Et donc, ils ont cet avantage d'avoir une résolution en fait en termes de longueur de séquence qui est bien plus importante. Je vais rentrer dans le détail par la suite, parce que là, je m'entends et je suis pas clair, mais je vais vous indiquer pourquoi chaque technologie a un avantage et un inconvénient. Et je vais parler que de ces technologies-là, même s'il y en a plein d'autres, bien sûr. Donc, pour rentrer dans le détail, en gros, la question, c'est de savoir quel est l'avantage et l'inconvénient de chaque technologie. Okay ? Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un mix que l'on connaît, c'est-à-dire un mix d'espèces que l'on connaît bien, et on va demander au séquenceur de séquencer ce mix. Donc ici, en fait, c'est un mix qui a été fait avec un collègue américain qui s'appelle Dr. Misha Poddar aux États-Unis. Et donc, il nous a donné à MGP un mix synthétique contenant 61 espèces microbiennes, un mélange d'archées et de bactéries, que l'on connaît bien, on connaît le génome, on connaît exactement la composition en gènes. OK ? Et donc ici, on a utilisé à partir du même échantillon, donc d'échantillons d'ADN, on a utilisé ces 4 technologies différentes pour séquencer le microbiote et ensuite voir en fait quel est le niveau de résolution de chacune des technologies. Et on a essayé de les utiliser avec les paramètres standards, c'est-à-dire le débit standard de chacune des technologies. Ici, je vous ai mis le temps de séquençage en heures. Ici, on a laissé un run total d'Illumina. On a fait un run total de S5. Alors, le nanopore, je vais rentrer après dans le détail, mais en gros, on a laissé tourner 48 heures, même si en théorie, ce n'est pas nécessaire.
vous pourriez arrêter au bout de 10 heures et ça serait quasiment équivalent. En tout cas, dans ce contexte-là, c'était quasiment équivalent de le faire au bout de 10 heures plutôt qu'être 48 heures. On l'a juste laissé tourner jusqu'au bout de sa capacité. Et une autre technologie qui est, disons, plus récente dans sa mise à jour, le PacBio Sequel-2, qui, donc, on va dire, est une révolution dans le domaine parce que il a un débit qui est important et en plus avec des séquences qui sont très longues. Donc, ce qu'il faut voir ici, d'abord, c'est le temps de séquençage. Donc, c'est une chose, c'est un paramètre important à prendre en compte. Ensuite, c'est le nombre de séquences qui est généré pour chacun des runs. Alors ça, effectivement, ça dépend de ce que vous allez demander du débit, mais dans un paramètre standard, c'est ce que la technologie va vous retourner en un run. C'est-à-dire en un séquençage, vous allez obtenir en moyenne ce nombre de séquences selon le nombre d'échantillons que vous allez mélanger. Donc, disons que c'est le nombre de séquences standards en millions que vous allez obtenir. Donc, vous voyez que ces technologies qu'on appelle donc de seconde génération produisent énormément de séquences. Donc là, c'est 20 millions, 28 millions. Alors que les technologies comme Nanopore ou PacBio font moins de séquences. Ici, donc, c'est 300 000 séquences ou 500 000 séquences. Donc après, ça, c'est en taille cumulée, mais disons qu'on va voir directement la taille moyenne des séquences. Ici, la taille moyenne des séquences, c'est 145 nucléotides de longueur. Donc, c'est assez court. Alors que ces technologies peuvent faire des séquences qui sont bien plus longues. 4000 nucléotides en moyenne ou 10 000 avec le PacBio. Et donc, quand on voit en fait le nombre de séquences, mais rapporté à leur longueur, eh bien, on constate que la taille cumulée, c'est-à-dire le nombre de bases totales, finalement, pour le nanopore Minion, il arrive difficilement à la profondeur de séquençage et les autres technologies. Mais pour le PacBio, il a effectivement un débit qui est aussi important, voire plus important, parce que les séquences sont très longues. Donc ça, c'est un gros avantage. Et quand on regarde donc l'erreur des séquences générées, ça c'est un paramètre important à prendre en compte, c'est-à-dire combien de séquences finalement sont efficaces à utiliser et quel est le taux d'erreur associé. On constate que les technologies de seconde génération, comme le PacBio d'ailleurs, ont un niveau d'erreur qui est très faible, quasiment donc aucune erreur en moyenne dans les séquences, alors que le nanopore, certes, il évolue rapidement et s'améliore rapidement. Donc ici, c'est la version R9, mais il y a eu la R10 récemment. Et depuis, je sais qu'il y a encore des mises à jour, mais le pourcentage d'erreur est encore important dans cette technologie, même s'il s'améliore. Et donc, il y a différentes technologies pour différentes applications. Certains qui font en fait des séquences qui sont très longues, d'autres qui font des séquences plus courtes. Et je dirais que c'est un compromis à avoir. Il faut avoir et avoir donc un taux d'erreur qui est le plus bas possible pour qu'on puisse bien distinguer ce qui est le signal vrai du bon. Vous avez donc, en fait, l'avenir serait finalement d'avoir les tailles de séquences les plus grandes possibles avec le moins d'erreurs. Exactement. Donc, je dirais que dans ces technologies de troisième génération évoluent tellement rapidement qu'elles vont dépasser, je pense, dans peut-être 3, 4, 5 ans, les technologies de seconde génération. Sauf que les technologies de seconde génération sont tellement utilisées que les coûts associés sont vraiment bas et diminuent de plus en plus. Donc, il y a en fait tout ce qui existe déjà, ce qui est massivement utilisé et de ce fait diminue rapidement en coût, et les technologies qui s'améliorent, qui sont encore en cours de développement, on va dire, et dont les prix sont effectivement peut-être moins abordables selon ce que vous voulez faire, mais donc à l'avenir, on imagine, va devenir de plus en plus abordable. C'est difficile de savoir comment les choses vont évoluer dans le temps, en fait, mais ce qu'on constate actuellement, c'est que les technologies de seconde génération sont bien adaptées pour le contexte et l'analyse des écosystèmes complexes. Ils ont un très fort débit avec beaucoup d'erreurs et le coût est raisonnable. Alors, une question un peu technique, est-ce que l'Illumina MiSeq génère plus de séquences que le HiSeq? Alors là, en termes de profondeur de séquençage, il y a des technologies qui sont exprès faites pour avoir énormément de débit. Alors là, j'ai parlé du HiSeq, mais il existe aussi le NovaSeq. Il y a plein d'autres, différences dans les technologies et certaines qui sont spécifiquement orientées pour le débit. Et le MiSeq, donc, il me semble, mais je peux peut-être dire une erreur, qui est plus adapté pour faire des séquences un peu plus longues. Ici, c'est 145, mais il me semble que c'est des technologies qui font plus de 300 nucléotides de longueur facilement. Et donc, en théorie, ils ne sont pas forcément adaptés au débit, mais tout dépend de la manière dont vous les utilisez par la suite.
Si vous faites plusieurs runs de séquençage, donc vous séquencez plusieurs fois, vous allez avoir plus de débit à la fin. Mais en gros, ce qui est important, c'est en un coup, en une seule fois, combien de séquences vous allez générer. Et donc, ces technologies, il y a des technologies qui sont adaptées au haut débit. D'ailleurs, le nom ISEQ, c'est un peu pour ça, haut débit. Je te propose d'avancer un petit peu parce que le temps coule. OK. Donc, le problème, c'est que dans le métagénome, on a des millions de séquences. Et donc, c'est complexe pour analyser parce que c'est plein d'informations qui sont fragmentées. Et l'idée, c'est d'essayer de donc, décomplexifier tout cela. Donc là, en fait, c'est un peu comme faire un puzzle. OK ? Vous avez imaginé un puzzle de 1 million de pièces et vous allez essayer de le reconstituer. Instinctivement, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les pièces selon leur couleur, par exemple, leur forme, et on va faire des paquets. Et donc, c'est dans les algorithmes en fait, de reconstruction des écosystèmes, c'est un peu ce qui se passe. On va mettre les séquences qui sont similaires les unes des autres, on va faire des paquets, et donc on va essayer de reconstituer les gènes qui sont contenus dans ce million de séquences du métagénome. Donc c'est un premier niveau de décomplexification. Donc là, on part d'un million de séquences et on se retrouve avec, en moyenne, 100 000 fragments, ce qu'on appelle ici, j'appelle des gènes. Ça peut être des opérons, des structures plus complexes, mais donc c'est l'information donc brute. Donc c'est 100 000 gènes, 100 000 gènes et plus encore. C'est complexe quand même, encore 100 000 gènes pour étudier. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est reconstituer, à la fin qu'on a fait ce tri de pièces, c'est de reconstituer donc les éléments qui les constituent. Et c'est d'essayer d'avoir donc des bactéries, des phages, et donc d'avoir des paquets à la fin qui correspondent à des génomes, ce qui permet encore de simplifier la complexité. Ici, donc, au sein d'un échantillon métagénomique, dans le microbiote intestinal notamment, on passe de 100 000 gènes à 100 génomes, ce qui permet à la fin donc, de pouvoir quantifier des génomes. Disons que statistiquement, après, c'est plus simple pour faire des associations entre des génomes et des phénotypes. Alors, on peut le faire aussi au niveau génique, mais moins c'est complexe et plus après, c'est facile pour interpréter le signal. OK ? Et ça, c'est que pour un métagénome. Mais imaginez que vous ayez maintenant pas seulement votre microbiote intestinal, mais le microbiote intestinal de vous, plus votre famille et tous ceux qui vivent autour de vous. Et qu'après, on passe à un niveau supérieur et on passe à différents pays. Et qu'à la fin, on retrouve toute la population mondiale. Combien d'espèces on aurait à la fin? Et c'est donc là la notion de catalogue de gènes ou de catalogue de génomes. On va essayer de proposer la reconstruction des génomes qui existent chez tous les individus dans le monde et d'être le plus exhaustif possible de toutes les espèces qui y contiennent. Très bien. Et donc pour ça, eh bien, il y a eu un premier effort en 2010 qui a été fait avec le projet Métaït. Et donc ce projet a fait un séquençage de 124 échantillons fécaux, donc de microbiote intestinal, c'était des Danois principalement à ce moment-là. Et ça nous a permis d'avoir un premier aperçu de ce qu'était le microbiote intestinal. Alors, on a fait 3,3 millions de pièces donc, de gènes à ce moment-là. Au total, quand on combine tous les puzzles de chacun des individus, on obtient 3,3 millions de gènes. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce qu'il y a une autre présentation qui se fera plus tard à ce niveau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai par la suite. Mais là, malheureusement, je n'aurai pas trop le temps de rentrer dans le détail. Mais ce qui est important de se dire, c'est qu'à ce moment-là, il y a un premier catalogue de gènes, de génomes qui a été proposé. Et ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des gènes qui étaient dans ce catalogue, eh bien, elles ont une fonction inconnue. On ne sait pas, en fait, à quoi elles servent encore dans le microbiote. Enfin, en tout cas, en 2010, il y en avait énormément qu'on ne savait pas. Après, il y a des fonctions que l'on connaît bien, des fonctions qui sont associées donc à la synthèse d'acides aminés, à la formation donc des lipides, des cycles cellulaires. En fait, il y a des fonctions qui sont très connues. Et puis, du signal qu'on ne connaît pas encore et petit à petit, on essaie de mieux comprendre à quoi ça correspond. Mais à ce moment-là, on constate que la majorité du signal que l'on obtient, on ne sait pas ce que c'est. Et donc ça, c'était en 2010. Sauf que depuis, eh bien, il y a eu de plus en plus d'efforts pour améliorer ces catalogues, les rendre plus exhaustifs, avec une population de plus en plus importante à chaque fois. Et donc, chez l'homme, comme vous pouvez voir ici, on est passé de 124 individus à 400 individus. Ça a augmenté un peu le nombre de gènes total. Puis, il y a eu un bond, en fait. Pourquoi il y a eu un bond? Alors, c'est qu'en fait, ici, c'était des populations majoritairement européennes. Et ensuite, on a fait un bond parce qu'on a introduit d'autres populations. Et ce sont donc des gènes, des versions des gènes qui sont spécifiques à chacune des régions en fait géographiques.
ce qui a fait cette explosion. Donc, l'objectif, c'est introduire de plus en plus de populations, notamment des populations qui pourraient contenir un microbiote qui lui est particulier. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a par exemple les chasseurs-cueilleurs, une population de chasseurs-cueilleurs qui a un microbiote qui est très riche et très différent en fait des autres microbiotes. Eh bien, ils vont apporter une richesse microbienne, une diversité qui est nouvelle par rapport à ce qu'on a dans nos pays occidentaux. Et on peut aussi parler des pays africains qui n'étaient pas encore bien représentés à ce moment-là, ou australiens, ou même sud-américains. Eh bien, l'idée, c'est d'essayer de tendre vers un microbiote, un catalogue de gènes qui est de plus en plus proche de toute la complexité du microbiote intestinal humain. Alors, est-ce qu'un jour, une question importante, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible d'avoir tous les microbiotes? Eh bien, il y a cet effort maintenant d'avoir de plus en plus d'individus. Je ne vais pas rentrer dans le détail du gut microbiome, mais on pourra en parler par la suite. Il y a une initiative en France, en tout cas, d'essayer d'avoir 100 000 individus séquencés pour améliorer notre connaissance, en tout cas, du microbiote français, avec une population la plus diverse possible, et donc d'améliorer par la suite nos connaissances sur les microbiotes. Excuse-moi, Mathieu, de t'interrompre. Donc, c'est juste pour faire un lien avec le précédent webinaire. Si je peux essayer de te paraphraser, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de gènes au début tenait principalement du fait que les échantillons étaient plutôt européens, on va dire des pays industrialisés. Et du coup, on a obtenu de la diversité en élargissant d'autres populations au niveau donc planétaire. Effectivement, on n'est pas tous égaux face à cette diversité, notamment liée à nos modes de vie, à notre alimentation et à tout un tas d'autres facteurs qui restent à paramétrer. Donc, on assiste dans nos pays développés à une diminution de la richesse en gènes. Et voilà un peu j'imagine, le pourquoi du comment. Ouais, il y a aussi l'effet analysé, bien sûr. C'est-à-dire que là, par exemple, dans les premiers individus, il y avait un mélange d'individus sains malades et de certains phénotypes, de certaines maladies. Et puis, donc, petit à petit, on a diversifié non seulement la population et aussi les phénotypes. C'est-à-dire un individu qui a une cirrhose, par exemple, d'un individu qui a des inflammations intestinales. Et après, comme Alexandre, on a diversifié aussi les régimes alimentaires. Les gens qui ont plus un régime méditerranéen ou un régime végétarien ou même vegan peuvent apporter une richesse qui peut être différente également. Pour ceux que ça intéresse, là en ce moment, il y a l'actualité qui fait un peu le buzz. Il y a un projet de vault, enfin de coffre-fort de la biodiversité microbienne intestinale qui est en train d'émerger. Je crois qu'il va être hébergé en Suisse pour justement pouvoir sauver toutes ces espèces microbiennes qui tentent à disparaître un peu parallèle avec la perte de la biodiversité au niveau planétaire. Donc, avant qu'il soit trop tard, on va essayer de préserver tout ça parce qu'en fait, la plupart du temps, comme l'a dit Mathieu, on ne sait pas trop les fonctions de certaines espèces par rapport à d'autres. Donc, c'est important qu'on essaie de sauver ça. Voilà. Et donc, c'est chez l'homme, mais on le fait également maintenant pour les animaux d'élevage ou des animaux qu'on utilise comme modèle pour mieux comprendre notre microbiote. Donc, il y a eu cet effort pour la souris. C'était majoritairement des souris de laboratoire, il me semble, mais il y avait aussi des souris sauvages pour les porcs d'élevage. Donc c'était un mélange aussi de porcs français, danois. Le poulet également, ou avec un microbiote qui est complexe. D'ailleurs, le microbiote du porc me semblait plus complexe que celui du microbiote intestinal en nombre d'espèces moyennes détectées. Ce sont des écosystèmes aussi complexes, voire plus complexes que celui du microbiote humain. Et donc, ce qui fait que les catalogues, après, s'enrichissent petit à petit. Donc là, où j'avais mis aussi les rats, il y a également les animaux de compagnie. Et donc, effectivement, vous avez dû entendre que chez les animaux de compagnie, c'est le même problème que pour l'homme. Il y a de plus en plus de problèmes de digestion, d'inflammation, qui sont également vus chez l'homme comme chez l'animal. Et d'ailleurs, qui a augmenté quasiment de la même manière. C'est assez intéressant. Donc, il y a tous ces catalogues qui se mettent en place. Et l'objectif, c'est donc d'avoir un catalogue qui est le plus représentatif de l'écosystème que l'on va étudier.
pour mieux. Vous en saurez plus, il y aura un webinaire un autre de nos collègues, Florian Plazonat, le 6 novembre, qui parlera plus en détail de tout ça. Alors par contre, je vous préviens, ce sera encore beaucoup plus technique, hein, donc ce sera réservé à un public averti. Hein. Mathieu, il reste un peu moins de 10 minutes. Je vais conclure de toute façon. C'est pour dire qu'en gros, alors je vais vous mettre cette belle figure qui est difficile à comprendre, mais c'est qu'en gros, le but, c'est d'essayer de reconstituer l'arbre du vivant de votre microbiote. Ça, c'est un arbre phylogénétique. Chaque couleur représente un des phylums du vivant, les eucaryotes, donc nous, et ce que vous avez dit, les champignons, les protozoaires, puis des bactéries. Donc là, c'est tout ça, finalement, ce sont le règne des bactéries, mais avec différents phylums. Et ce qui est important à noter dans ce graphe, plutôt que donc l'arbre qui est très joli, c'est les petits blocs verts que vous avez au-dessus. En fait, les blocs verts, ce sont les organismes qu'on a réussi à cultiver, c'est-à-dire qu'on a réussi à isoler, à maîtriser et à laisser survivre dans un milieu minimum de laboratoire. Eh bien, on constate que encore aujourd'hui, il y a plein d'espèces, tous ces blocs blancs, ce sont des espèces que l'on n'arrive pas à cultiver, qu'on a peut-être isolées, mais qu'on n'arrive pas à faire survivre dans des milieux de laboratoire, parce qu'on ne connaît pas encore bien ce qu'elles aiment et donc de quoi elles se nourrissent. Petit à petit, ça s'améliore, bien sûr, avec le temps, on y arrive de mieux en mieux, mais vous voyez qu'il y a plein de micro-organismes qui ne sont encore pas maîtrisés en laboratoire. Et peut-être qu'un jour, si on arrive à comprendre leurs fonctions et qu'elles ont une fonction essentielle, on arrivera donc à les utiliser dans ce contexte. Donc là, je vous donne un exemple de ces catalogues, de l'utilisation de ces catalogues et de ce qu'on en a découvert. C'est que récemment, on a étudié une population danoise, justement, cette population danoise qui a notamment servi à reconstruire le catalogue, et on a essayé d'observer la composition en gènes de ces individus. Donc là, on est de 0 gènes à 1 200 000 gènes, et donc ça, c'est en séquençant votre microbiote de manière aléatoire avec la métagénomique. Ici, c'est le nombre d'individus observés. Donc là, le trait noir, c'est tous ces individus. Et donc, vous pouvez constater que il semble qu'il y ait en moyenne entre 600 et 700 000 gènes pour tous les individus. Et quand on sépare les individus qui sont obèses de ceux qui sont non obèses, on constate que il y a une population différente qui semble se détacher. Ceux qui ont des individus obèses qui ont plus de gènes et ceux qui ont moins de gènes. Ceux qui ont peu de gènes, on les appelle LGC, Low Gene Count. Ceux qui ont beaucoup de gènes, High Gene Count. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces individus, donc au cours du temps, donc 9 ans après, disons qu'en fait, on connaissait leur poids 9 ans avant l'analyse du microbiote et après, on regarde en fait en termes de composition de gènes, eh bien, les individus obèses qui avaient peu de gènes dans leur microbiote, ils ont eu tendance à gagner plus de poids, avoir plus de poids au cours du temps. Alors que ceux qui ont beaucoup de gènes, en rouge ici, ils ont eu tendance à gagner moins de poids. Et donc, on peut se demander donc si les microbiotes qui sont pauvres, eh bien, c'est un effet négatif sur nous-mêmes, notre santé, notre manière à donc répondre à un changement de régime, etc. Et d'avoir beaucoup de gènes permet d'avoir une flexibilité plus importante sur notre manière de vie, notre changement, nos transitions. Et donc, effectivement, avec le temps, on a constaté qu'une richesse microbienne élevée permet en général d'être en meilleure santé. Alors, je dis en général parce qu'effectivement, il peut y avoir des exceptions. Il y a des contextes où, pour des maladies, on ne sait pas encore vraiment parce qu'il faut justement étudier tous les cas particuliers. Mais disons que c'est un bon indicateur pour savoir si vous avez tendance à avoir un microbiote donc favorable, riche, divers, ou dans une situation où vous avez peu de gènes et peut-être plus à risque de certains problèmes intestinaux. Donc là, c'est au niveau du comptage de gènes, mais l'avantage de séquençage complet, c'est qu'on peut également voir les fonctions de ce microbiote. Et je vais conclure là-dessus de toute façon. C'est qu'on peut savoir quels sont les gènes qui sont présents, mais également quelles sont leurs fonctions. Et notamment, on a constaté chez les individus qui avaient une faible richesse en gènes qu'il y avait peu d'espèces qui produisaient du butyrate. Alors, le butyrate, c'est un des composés du microbiote très important qui a comme avantage donc, de diminuer l'inflammation dans votre microbiote.
Donc, c'est très important d'avoir des espèces, des bactéries ou des micro-organismes qui sont producteurs de butyrate. Et dans le contexte de ces individus avec une faible richesse microbienne, il a été constaté une réduction de ces espèces. Également, on a constaté qu'il y avait une dégradation accrue du mucus, que le mucus intestinal était donc plus fin que la normale. Et ça, c'est très dommageable parce que le mucus, c'est une barrière vis-à-vis des pathogènes, des micro-organismes transitoires qui peuvent être pathogènes opportunistes. Eh bien, c'est comme une protection vis-à-vis de ces pathogènes. Et si vous perdez cette barrière, vous ouvrez donc la voie à tous les micro-organismes potentiellement pathogènes et qui vont vous induire des inflammations. Et donc, il y a eu augmentation également de la réponse au stress oxydatif, donc qui va induire l'inflammation de votre microbiote. Donc, cette richesse microbienne, en l'analysant par le microbiote, on peut non seulement savoir quels sont les gènes qui sont présents, mais également leurs fonctions. Et donc, voici, j'ai terminé ma présentation. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les travaux qu'on a fait à MGP sur le sujet, notamment pour le régime, sur le cancer, sur les résistances antibiotiques. Après, il y a de la technologie, Florian va en parler dans son prochain séminaire, donc sur les méthodes d'analyse, comment on peut faire pour les optimiser. Donc là, c'est les symptômes métaboliques aussi. Donc là, il y a toute une liste de papiers. Si vous pouvez faire un capture d'écran, je vous conseille de le faire maintenant. Je vous laisse quelques secondes. Et alors, moi, j'ai une question, Mathieu, pendant ce temps. On parle beaucoup de richesse. C'est quoi la différence entre la richesse et la diversité? Et dans ce cas-là, la richesse, c'est-à-dire le nombre de différents que l'on détecte. Ah, attends, ça a coupé. Est-ce que tu peux me redire? Oui, je disais qu'en fait, dans ce cas, c'est associé à la diversité. En gros, c'est le nombre de gènes différents que l'on observe. Quand je dis le nombre de gènes détectés, c'est le nombre de gènes différents, provenant de différentes espèces. D'accord. Très bien. Donc, c'est tout à fait lié à la diversité, en fait. Ok, c'est bon. Tu as autre chose à nous dire? Il y a d'autres transparents? Je vais conclure en vous disant merci à tous pour m'avoir écouté, avoir pris votre temps aujourd'hui pour savoir un peu plus sur le microbiote intestinal, le séquençage métagénomique. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Moi, je serais très content de pouvoir discuter avec vous par la suite. Si vous voulez également avoir plus d'informations sur les coûts de séquençage, le temps d'analyse, votre écosystème que vous pouvez analyser et donc la faisabilité dans la méthode, n'hésitez pas à contacter Karine, son adresse mail, on va vous répondre par rapport à vos questions. Et n'hésitez pas à me contacter également si vous voulez avoir plus de détails, notamment sur la bioinformatique et les méthodes associées. Voilà, vous avez donc un lien qui est mis vous l'avez mis dans le chat pour prendre rendez-vous si vous avez besoin d'aller plus loin. Voilà, sinon vous avez l'adresse mail et n'hésitez pas aussi à aller voir notre site. Il y aura aussi des choses qui feront écho à ce que Mathieu a dit. J'espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous donc pour le prochain webinaire en septembre avec Joël Doré sur tout ce qui touche au microbiote et l'autisme et voilà, et les maladies je ne sais jamais comment on dit, mais neurodégénératives. Et une autre, donc, plus technique, comme je le disais, en novembre avec Florian Plaza. Voilà. Et pour ma part, je vois des questions supplémentaires dans le chat. Je vois qu'on n'a pas répondu à tous. Si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas si mon adresse mail va être envoyée, mais je serai très content de pouvoir vous répondre. Très bien. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.